mutualisés dans le BPM, dont je ferai une brève description tout à l'heure. Et alors le pourquoi de la mobilité, c'est que justement une partie de notre offre consiste à fournir aux utilisateurs de W4 des IHM sous format mobile, adaptés justement aux contraintes des terminaux mobiles. Alors comment ça va se dérouler? En fait, je ne vais pas les faire travailler beaucoup, je vais les faire travailler très peu, je vais faire travailler la salle évidemment aujourd'hui. Vous avez prévenu, je pense à l'entrée. Donc pour vous faire travailler, on s'est dit on va d'abord poser le sujet. Donc poser le sujet, je vais demander donc à Vincent Jamin avec quelques petits slides pendant une dizaine de minutes, si vous voulez, de nous poser un petit peu ce que sont les différents métiers couverts et nous illustrer les éventuelles problématiques qu'il couvre vis-à-vis de la mobilité. Puis après, on passera à quelques questions. Mais juste avant, on demandera aussi à Vincent Couturier de faire la même chose pour nous positionner aussi le sujet vis-à-vis de la problématique de présentation en fonction des médias que vous utilisez évidemment pour présenter ces documents. Voilà. Et puis j'ai dit que je vous ai travaillé, donc prenez des notes parce qu'on diffusera pas les slides. Si, peut-être, quand même. Je regarde au fond. Non, c'est surtout qu'on est là pour vous. Donc, on souhaite vraiment répondre à vos questions. Vous avez là des experts qui sont réunis. Donc, n'hésitez pas à les noter. Et puis, tout à l'heure, on leur pose ces questions. Et si vous n'en avez pas, moi, j'en ai plein. Donc, ça tombe très bien. Je vous aiderai un petit peu, mais uniquement si vous posez les premières. Hein. Voilà. Vincent, je te laisse nous faire ces quelques dizaines de minutes sur la présentation. Oui, donc quelques mots sur DocaPost. C'est pas uniquement pour, entre guillemets, vendre la maison, mais c'est aussi pour que, dans la suite de l'intervention, au regard de nos réponses, vous puissiez effectivement voir quelle est notre approche et donc, entre guillemets, vous-même relativiser notre vision par rapport au prisme et à notre vision du marché. Donc DocaPost, en fait, c'est une filiale du groupe La Poste. La Poste, il y a une quinzaine d'années, a souhaité on va dire, monter dans la chaîne de valeur et donc s'est positionné sur le marché en reprenant des sociétés et a créé la société DocaPost, donc qui gère entre guillemets tout l'écosystème et la relation entre une entreprise et son environnement. On va y revenir après. Donc c'est une entreprise qui est structurée en 3 business units. Une business unit qui gère toute la gestion déléguée, ce qu'on appelle le BPO, donc qui peut intervenir dans l'externalisation complète de process, par exemple en gérant des back-office, par exemple sur l'épargne salariale ou sur ce genre de choses. Une business unit dont je fais partie qui travaille sur toute l'ingénierie documentaire, et puis une business unit qui propose beaucoup de briques technologiques, qui propose des éditions de logiciels, des solutions de confiance comme des certificats, etc. Donc notre vision en fait, c'est que au sein d'une entreprise, eh bien l'entreprise elle vit dans un écosystème. Et notre mission, c'est de trouver des solutions qui vont l'aider à gérer sa relation avec ses clients, que ce soit des clients particuliers grand public ou des clients professionnels, des solutions qui permettent de gérer toutes ces relations avec ses collaborateurs, avec l'administration, avec ses fournisseurs ou avec des tiers. Et donc nous essayons effectivement de proposer des solutions qui aident l'entreprise dans tout cet environnement. Donc nous ne sommes pas une petite start-up, nous sommes entre guillemets aujourd'hui une entreprise d'une taille, je vais dire respectable, on est 4600 à peu près, donc c'est pas la Poste avec 300 000, mais bon c'est quand même une certaine taille, des chiffres qui sont assez forts, donc ce qu'il faut retenir c'est que nous avons aujourd'hui énormément de références, d'expériences, et les volumes que nous sommes amenés à gérer, eh bien effectivement, nous alimentent et nous nourrissent dans la mise en place de nouvelles offres. DocaPost DPS autour de l'ingénierie documentaire, qui est ce qui nous concerne aujourd'hui, donc est centré autour de 4 métiers qui concernent quelque part la gestion des flux, donc le métier de l'éditique. On ne va pas y revenir, mais sur lequel nous sommes numéro 1 en France avec 1,5 milliard de pages archivées. Un métier de marketing direct. Le BPO documentaire qui est de la gestion des documentaires, mais dans un environnement totalement dédié et externalisé. On a une application phare que vous connaissez tous, et je vous prie je demande votre indulgence, c'est les radars automatiques. Donc ce que vous recevez, ça vient de chez nous et je bêta-teste régulièrement cette application et ça marche très très bien. C'est pour ça que j'ai demandé à Documation de changer d'intervenant, mais rien à faire, ils n'ont pas voulu. Et le métier qui nous intéresse aujourd'hui, que je dirige, donc qui est la dématérialisation.
Donc notre offre aujourd'hui, basée historiquement sur un socle de confiance, c'est de mettre en place des solutions de dématérialisation qui permettent de s'intégrer et de gérer de manière dématérialisée les processus, les différents process de nos clients. On va y revenir un petit peu après. Donc c'est-à-dire que nous intervenons au niveau de nos offres sur plusieurs axes. Des axes entre guillemets où on peut apporter un niveau de valeur ajoutée très différent. On peut par exemple au début apporter une valeur ajoutée assez simple de conformité sur l'archivage électronique puisqu'on est le tiers archiveur numéro 1 en France. Donc là on va uniquement apporter de la conformité parce que quand on dématérialise des documents il faut respecter l'environnement légal et surtout la valeur et les risques. Il faut bien intégrer les risques que cela peut prendre en compte. Donc ça c'est entre guillemets nos gènes, nos socles de base. Et puis ensuite, on va monter dans la valeur. On va monter par exemple en mettant en place des dossiers dématérialisés qui permettent d'adresser de manière, on va dire, totalement dissociée du lieu géographique et de l'aspect de temps, les différents patrimoines de l'entreprise. On parle des dossiers clients, dossiers fournisseurs, dossiers salariés, et donc tout ceci accessible à distance. Donc ça, c'est une deuxième approche. Et puis, on peut aller ensuite beaucoup plus loin dans les processus, avec des processus d'accréditation, de validation, de contractualisation en ligne, des processus totalement dématérialisés. Ça veut dire qu'on peut mener toutes ces transactions à partir d'un terminal mobile, et c'est votre spécialité. On mène ces transactions, donc le terminal est effectivement l'appareil qui fait l'interface entre l'utilisateur et le système d'information. Mais au-delà du terminal, ce qui est important, c'est d'avoir l'ensemble des informations nécessaires. Je vais citer 3 cas de figure. Je parlais du dossier dématérialisé. Si je souhaite accéder, alors de chez moi, d'un site X ou Y de l'entreprise, à l'ensemble, je vais prendre un dossier RH, d'un dossier de salarié, qui comprend ses contrats, ses absences, enfin tout ce que l'on peut imaginer, eh bien on va pouvoir y accéder quand on veut. Et donc tout le patrimoine, entre guillemets, et toute l'information nécessaire me permet de travailler, quel que soit le lieu où je suis, avec la même facilité que si j'étais au bureau. Deuxième cas de figure aussi, on a dans nos process besoin d'échanger aussi. Une fois qu'on a fait un certain nombre de traitements, qu'on a fait des analyses avec tous ces éléments-là, on a besoin de communiquer, d'échanger de manière connectée. Je vais pouvoir adresser soit sous forme dématérialisée avec des technologies, alors je parle, le mail ça existe, ok, mais quand on a besoin d'échanger avec une certaine traçabilité, on va pouvoir adresser en recommandé électronique, on va pouvoir adresser les documents pour un particulier dans son coffre électronique, dans le SI de l'entreprise, donc communiquer avec des tiers avec la même valeur et le même niveau de sécurité, le niveau de valeur que l'on souhaite que sur le papier, et en général une sécurité accrue par rapport au papier. Et puis le dernier point, c'est réaliser totalement des process de manière dématérialisée. Je parlais de l'exemple de la contractualisation en ligne. Eh bien, pouvoir faire un process de contrat entre 2 entités. Alors je dis entité, ça va être dans le cas d'un fournisseur et un client, mais ça peut être entre un collaborateur pour un contrat de travail et une entreprise, de manière totalement dématérialisée en faisant abstraction du papier. Ça permet aussi d'accélérer, de simplifier les process, de sécuriser les process, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on fait ça de manière, on va dire, totalement indépendante du lieu géographique et même de l'espace-temps dans lequel on se trouve. Voilà. Et puis pour finir, comme toute société, on a des marqueurs génétiques. Nous, on a un actionnaire dont le vecteur, un des marqueurs génétiques, c'est la confiance. Donc, il n'y a pas de secret. Le marqueur génétique, pour nous, c'est la sécurité. J'ai parlé, là, depuis 5 minutes, qu'on faisait des solutions qui nous permettent d'accéder, en gros, à n'importe quelle information, en général très sensible, n'importe où, n'importe quand. Eh bien ça, on ne peut le faire que si on a intégré la sécurité dès le départ, qui va augmenter notre degré de confiance et nous permettre d'avoir des solutions beaucoup plus sécurisées que des solutions papier. Donc la sécurité, la qualité, l'environnement, là qui est très important dans le cadre de notre actionnaire, ainsi que la responsabilité sociétale. Voilà. Merci Vincent. Vincent, je vous passe la parole. Ah oui, il faut changer la présentation, bien sûr. Vous n'êtes pas dans la même société, alors, tous les deux. D'accord. Parfait.
concernant W4, donc on a une aura beaucoup moins grande que DocApost, mais on se concentre sur un métier depuis 96 qui est le BPM et le MDE. Alors, je voudrais juste savoir dans la salle combien de personnes connaissent le BPM. Est-ce que vous pouvez lever le doigt, toutes les personnes qui connaissent le BPM? Et le workflow, le terme workflow, est-ce que vous connaissez? Déjà un petit peu plus. Et le work tout court Voilà, le BPM en fait, donc Business Process Management, c'est l'art de bien gérer ses processus. Et bien gérer ces processus, c'est d'abord les modéliser, mais c'est aussi pouvoir les exécuter et pouvoir tirer toutes les informations et toutes les connaissances nécessaires pour les améliorer. Le Model Driven Engineering, ça va être en fin de compte tout ce qui va permettre au BPM de pouvoir être utilisé par des applications qui vont être, je dirais, très simples à mettre en œuvre sur des modèles spécifiques, avec, sur le Model Driven Engineering, la capacité d'avoir des composants prêts à l'emploi qui vont utiliser ces modèles. Je vais vous donner un exemple très simple. Si on parle par exemple du BPM autour des ressources humaines, on va avoir par exemple une demande de congé. Une demande de congé, c'est très très simple, mais vous allez avoir des informations qui vont être saisies par la personne dans sa demande de congé, qui peuvent être liées à ses RTT, à ses congés payés, enfin différentes informations qui peuvent provenir d'un ERP. Donc le MDE, il va être là justement pour pouvoir récupérer ces informations-là et les présenter sous la forme de formulaire pour les utilisateurs. Voilà, et ça va permettre justement au niveau du BPM d'avoir des interfaces utilisateurs qui vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus complètes et ne pas se limiter uniquement aux informations qui sont présentes dans ce qu'on appelle nous des instances de processus. Je comprends rien du tout, mais je vous laisse continuer. Hein. Allez-y. Donc on compte plus de 300 clients qui sont répartis à la fois donc au niveau européen, mais aussi au niveau mondial, avec une présence en Amérique du Nord et dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, et légèrement en Asie. Donc on va être vraiment très très présent en France, et on va participer au niveau français donc à l'AFDEL. Donc on est administrateur de l'AFDEL, Association française des éditeurs de logiciels. Et on va participer à l'OMG, qui est un organisme assez connu dans le monde du logiciel, qui est là pour standardiser donc la modélisation, donc au sens large, puisque c'est la modélisation d'objets, la modélisation de processus. Donc on va avoir à la fois le standard UML que certains connaissent, j'imagine, entre vous, et des standards comme BPMN, qui sont les standards les plus répandus qui est le standard le plus répandu de modélisation des processus. Et on fait partie, depuis sa création, du WFMC, qui est, pour ceux qui connaissent le terme workflow, l'organisme qui a aidé à standardiser le domaine du workflow avec des standards par exemple comme XPDL. Donc voilà, une présence forte. Juste un petit mot, je disais que je ne comprenais pas parce que vous êtes effectivement très technologique, ce qui est normal, vous êtes éditeur de logiciels. Je vais simplement essayer de reformuler simplement. Donc, vous me dites globalement, toutes les entreprises ont des demandes de congés. Ces demandes de congés, elles sont faites d'une certaine façon, d'accord? Et vous, en tant qu'éditeur de logiciels, vous avez deux capacités. La première capacité, c'est à faire en sorte de m'implémenter ou de me mettre en œuvre de façon informatisée ce processus métier qu'on pourrait appeler workflow. Exactement. J'ai pas bien encore compris pourquoi vous appelez ça BPM, mais vous nous en direz peut-être un mot. Il y a quelques éléments juste après, voilà. Et puis le deuxième acronyme, MDE, là. Model Driven Engineering, oui, tout à fait. Model Driven Engineering. J'ai cru comprendre que dans votre évolution d'entreprise, d'accord, vous avez modélisé des composants logiciels, c'est ça? Tout à fait. Et que vous accélérez finalement la mise en place de ces implémentations logicielles grâce à cette approche. Exactement. D'accord. Oui. Et c'est vrai que vous êtes très connu en France, vous avez là un des acteurs majeurs sur la formalisation internationale de ces problématiques de workflow, parce qu'on se connaît depuis 96, donc ça fait un petit moment, mais c'était important de le reformuler. D'accord. Okay, donc voilà, c'était le slide où il y avait le plus d'acronymes, normalement, vous devriez y en avoir beaucoup moins par la suite. Après, on va tous comprendre. Forcément, là, dernier élément. Non, voilà, on participe à des projets européens aussi, justement, où on a cette capacité aussi de s'intéresser à des sujets qui ne sont pas uniquement que des gros mots, des BPM ou des MDE. Ouais. Serenoa, c'est un projet européen, par exemple, pour l'accessibilité des applications. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des problèmes qui n'ont pas forcément accès, je dirais, qui ne peuvent pas voir les écrans. Et donc l'idée, c'est que les applications qu'on fournit soient utilisables par des personnes qui ne peuvent pas voir, tout simplement. Et puis, par extension,
ces applications-là, en fin de compte, ça nous a permis d'évoluer pour fournir ces mêmes applications sur des terminaux mobiles, donc en fin de compte avec d'autres contraintes d'affichage. L'idée étant que pour faire ma demande de congé, peu importe en fin de compte l'application que je vais utiliser, in fine, je vais toujours indiquer quels sont les jours que je veux prendre et après, mon manager va valider et donc va pouvoir lire les informations que je lui ai fournies, donc du nombre de jours que je veux prendre pour mes congés. On ne fait pas que des demandes de congés, rassurez-vous. Pourtant, c'était un bon sujet, ça, je trouvais. C'est un bon sujet. Et donc voilà, donc l'idée c'est de faire circuler l'information et que cette information soit accessible par tous, tout simplement. Et USI XML, c'est cette capacité, c'est le standard émergent aujourd'hui sur la définition justement des différentes applications et de s'abstraire de la façon dont les utilisateurs vont accéder à ces applications, que ce soit sur terminal mobile ou sur un navigateur web. Comme je vous le disais, on va modéliser, ça c'est la première étape, c'est de savoir un petit peu de quoi on parle. Donc on va modéliser des processus. Dans notre demande de congé, vous avez à saisir, je vais revenir sur le slide précédent. Vous avez à modéliser vos processus. Donc par exemple le fait que vous ayez à demander une première étape d'une demande de congé, c'est déjà de définir ce que l'on veut comme congé. Est-ce que je prends des RTT, des congés payés, ceci, cela. On va avoir après des étapes de validation qui peuvent être de la validation liée au RH, qui peuvent être de la validation liée au manager tout simplement. Et tout ça vous allez le définir graphiquement. Et toutes les personnes qui ont la connaissance du métier et la connaissance du SI vont pouvoir indiquer, voilà, les congés se trouvent sur mon application RH et j'aimerais bien donc pouvoir récupérer ces informations-là pour la présenter par exemple au responsable RH ou au manager pour valider que la demande est bien valide. Et puis après, une fois que tout est validé, de pouvoir imputer ces congés, par exemple, sur tout simplement la fiche de paye du salarié. Donc on va pouvoir vraiment modéliser ce processus de manière graphique, donc tout le monde va pouvoir comprendre le processus, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que ce processus qu'on a modélisé, il va être exécutable, c'est-à-dire que les utilisateurs vont pouvoir faire leur demande, donc créer de nouvelles demandes de congés et vont pouvoir dérouler cette demande. De la même manière, on va modéliser les données. Donc ce qu'on peut trouver dans une demande de congé, tout simplement. On va pouvoir récupérer toutes ces informations par rapport à l'existant de l'entreprise. Et puis on va avoir bien sûr ce qu'on appelle donc les interfaces utilisateurs, c'est-à-dire les applications web que vous utilisez sur vos navigateurs ou sur votre mobile, qui vont utiliser ces informations pour pouvoir fournir à l'utilisateur, par exemple, j'ai fait une demande, je veux savoir où en est ma demande, est-ce que c'est les RH qui sont en train de valider ma demande, bon d'accord, et puis ils vont pouvoir avoir accès aux données, j'ai un bilan par exemple de toutes mes demandes, et tous ces éléments-là, en fin de compte, vont être à la fois utilisés donc sur application web classique et sur mobile. Sur mobile, le moyen d'utiliser ces applications-là, c'est le W4 Player. Le W4 Player, c'est une application qui va être installée sur votre terminal mobile, donc Android ou iPhone, et à partir de cette application-là, vous allez pouvoir accéder avec l'ergonomie de votre mobile à une application qui est fondamentalement web en fait. Voilà. Donc là, vous nous faites toucher du doigt trois choses. La première, c'est que vous êtes dans un espace technologique formalisé par des instances internationales auxquelles vous intervenez, qui vous permettent de garantir que les logiciels que vous fournissez effectivement sont conformes et ne sont pas développés dans un fin fond de cuisine, mais bien au vu et su de tous, de façon à ce qu'ils puissent s'interconnecter, puissent évoluer, etc. C'est ma premier élément de compréhension. Deuxième élément de compréhension, vous dites évidemment, grâce à cette artillerie, on est dans la partie modélisation, c'est-à-dire la partie reformulation finalement du quotidien, en l'améliorant un petit peu. J'aime beaucoup votre exemple de demande de congé, c'est beaucoup plus sympathique que ceux de Vincent Jamin tout à l'heure. Enfin, je ne veux pas faire allusion à ce qu'il évoquait, mais bon. Et enfin, une dernière chose que je comprends là dans votre présentation, c'est que cette technologie que vous mettez à disposition, pour la rendre disponible, pour rendre disponibles ces informations et ces interactions avec l'application informatique, vous avez été conduit donc à prendre la décision d'avoir un player. Donc vous avez la maîtrise. Pour quelles raisons? Juste un petit mot. Alors, tout simplement parce que nos applications sont des applications web, donc on pourrait imaginer que depuis un téléphone, maintenant c'est vrai que les téléphones ont déjà des navigateurs, on pourrait très bien accéder à l'application telle quelle sur le téléphone. Maintenant, on n'a pas les mêmes capacités sur un téléphone. Les écrans
Ce que vous voyez là, par exemple, le menu par exemple d'un terminal iPhone, voilà, il a une certaine ergonomie. Et l'idée, c'est de permettre justement qu'on puisse avoir un usage efficace. C'est-à-dire qu'une application, on est obligé de zoomer, dézoomer, d'essayer de naviguer plus ou moins bien. Voilà, c'est pas forcément efficace. Et les personnes qui vont les utiliser vont tout de suite abandonner et revenir sur leur ordinateur portable, ce qui n'est pas l'objectif en fait. Autre point, ça va nous permettre petit à petit d'aller sur le sujet mobilité déconnectée. Et petit à petit de se permettre de s'abstraire du fait que l'application web soit tout le temps connectée au système. Attendez. OSI, Là, je voulais faire travailler la salle, mais il y a une question importante, là que j'entends, un point important. Vous me dites, moi je vous parle d'applications mobiles, de bureaux éventuellement déportés, mobiles et connectés, d'accord, et vous me dites, vous déconnectez. Vous pouvez essayer d'expliquer un petit peu ce que vous voulez évoquer à travers comme problématique, et ensuite comment vous résolvez ce type de problématique. La problématique, elle est très simple. On a des clients qui sont heureusement ou malheureusement, enfin dans des régions qui ne sont pas forcément bien desservies par les réseaux 3G ou 4G, et sur en fait ces régions où justement on n'a pas un accès, une connexion au système de l'entreprise, on a besoin justement de pouvoir quand même accéder aux fonctionnalités des applications. Je prends le cas d'un client dans le domaine de l'expertise comptable. Il doit se déplacer par exemple dans une entreprise qui est au fin fond de la Bretagne. Le fait est qu'il n'a pas forcément le réseau. Alors dans certains cas il a le réseau, maintenant il n'est pas toujours connecté. La Bretagne. Et donc on va proposer, alors pas tout à fait les mêmes fonctionnalités, mais on va permettre en tout cas de saisir un minimum d'informations qui vont pouvoir, une fois qu'on est reconnecté, qu'on est revenu dans l'entreprise, pouvoir utiliser pour justement que l'application se déroule comme si la personne était connectée. Donc l'idée, c'est qu'on n'a pas tout à fait le même niveau fonctionnel. Le but n'est pas de refaire le SI dans le portable de la personne. Là, c'était pas, en l'occurrence, dans une application purement mobile, mais sur un ordinateur portable. Mais on peut imaginer, à terme, avoir ce même type d'application sur un terminal mobile. D'accord. Je comprends bien, Vincent, les radars, ils sont connectés, on peut les déconnecter ou non, au-delà de la plaisanterie, est-ce que, je voudrais revenir sur là j'ai compris sur le terminal, le fait d'être capable d'être autonome sans être obligé de trouver un réseau et pouvoir se rééquilibrer en termes d'application. Moi, il y a une question qui me vient en tête sur la partie serveur. J'ai cru comprendre que vous dématérialisiez, que vous aviez les serveurs. J'ai entendu parler d'archivage électronique. La clientèle accepte aujourd'hui que vous mettiez ça chez vous plutôt que chez eux. Comment ça se passe? Quels sont les problèmes que ça pose encore à l'heure actuelle? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait encore de la réticence en France. Je lis les journaux. Et vous semblez dire, bah non, il n'y a pas de réticence. Moi, j'ai des applications de tout type. Comment ça se gère et quels sont les préalables à toute cette mise en place de cloud privé, cloud public, ce genre de choses? Le point essentiel, c'est bien identifier la latitude, les aspects sécurité combinés aux aspects de simplicité d'utilisation et de souplesse. Aujourd'hui, ce qui est fondamental lorsqu'on héberge des données sensibles ou des documents sensibles, c'est que on soit, entre guillemets, on sache mesurer les risques et la protection autour de ces données. Très clairement aujourd'hui, en général, les sociétés spécialisées ont un niveau, entre guillemets, de sécurité, de garantie de conformité, en général extrêmement important, bien supérieur souvent aux solutions en interne, puisque ce sont des choses encadrées contractuellement avec en général des SI qui sont spécifiquement designés pour ces points-là. Donc ça, c'est un premier sujet. Il faut avoir la maîtrise effectivement des lieux d'implantation, ça c'est un point important. Et je reviens sur les aspects de sécurité parce que quand on parle de bureaux connectés, je l'ai dit et je le redis, ça permet de mettre en place des solutions beaucoup plus puissantes, performantes et sécurisées et qui inspirent un niveau de confiance bien supérieur au papier. Voilà. Je vais prendre un exemple. Là, j'ai vu dans la salle des gens qui avaient des dossiers. Comme souvent, on est des fois obligé de ramener des dossiers à la maison. Quelle est la traçabilité de ces dossiers? Est-ce que ce sont des copies? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Où est-ce qu'elles vont traîner? Est-ce qu'elles vont pas, on va pas les oublier dans le train, dans le métro? Tout ça, on ne le sait pas. Je vois quelqu'un qui a une feuille sur ses genoux. Qui a consulté cette feuille? Quand est-ce qu'elle a été créée? Quelle est son histoire? On ne le sait pas.
En électronique, on sait tracer absolument tout ça. On sait qui a consulté, pourquoi, est-ce qu'on lui a donné les droits. Et donc, on a des solutions qui sont beaucoup plus sécurisées, pérennes et qui inspirent de la confiance. Et à partir du moment où on a intégré ces données-là de base, eh bien, on va pouvoir, entre guillemets, augmenter le niveau de fonctionnalité, l'intégration, la valeur ajoutée dans les process, parce qu'on a des process qui sont sains dès le départ. Alors là, je suis impressionné, j'ai envie de laisser la salle poser quelques questions, parce que vous venez de me dire que finalement, c'est mieux de signer sous forme électronique un contrat que de le faire sur papier. Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont réticents ? Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets de la mobilité et notamment sur l'aspect sécurité ? Oui, bonjour. Sur les offres que vous avez en termes de justement stockage sécurisé des documents et accessibilité à ces documents, est-ce que vous avez des offres qui permettent de garantir le non-enregistrement d'un document ou le stockage d'un document en local sur un poste ou sur un portable dans un système sécurisé pour garantir justement que si le portable est volé, la personne ne récupère pas les documents ou des choses comme ça ? Alors, nous, nos offres en fait proposent des stockages dans ce qu'on appelle, alors quand on parle de documents sensibles, on va être dans des solutions d'archivage électronique qui sont extrêmement encadrées en termes de conformité, de lois, de normes. Je ne vais pas vous citer tous les sigles de normes qu'on a parce que bon, ça en fait un certain nombre. Donc ça, c'est là où il y a l'engagement, entre guillemets, la preuve et ce qu'on appelle l'original électronique. Ensuite, au niveau des solutions que nous pouvons mettre en place, eh bien, on va s'autoriser ou pas à stocker localement des données qui ne seront que des copies. Et ensuite, entre guillemets, la sécurité des données sur un poste local va nécessairement s'intégrer dans la politique sécurité de l'entreprise par rapport au poste utilisateur. La plupart du temps, très souvent, les postes utilisateurs, alors je dis dans les grands comptes essentiellement, sont extrêmement figés et on a peu de latitude. À partir du moment où c'est sur un poste utilisateur, on a les mêmes risques, pas plus, pas moins, que le dossier papier dans le sac. Simplement, c'est un portable dans le sac. Alors effectivement, ensuite, on peut mettre des conteneurs sécurisés, des conteneurs cryptés, etc. Mais là, on rentre dans la politique globale de la sécurité du poste de travail. Typiquement, là, on rentre dans le chapitre de l'ISO 27001 qui dit, bah voilà, le poste de travail est crypté. Et ça, c'est quelque chose, indépendamment de nos solutions, à faire. Parce que si vous regardez le nombre d'informations sensibles qu'il y a, par exemple, sur une messagerie, bon, vous pouvez vous faire peur, et donc ça fait partie du poste de travail. Nous, les engagements portent effectivement sur les originaux qui sont déposés, et lorsqu'on a des documents sensibles, à un moment donné là, ce sont ces originaux qui font foi. Juste avant une autre question, je vais être très, très provocateur. Néanmoins, moi j'ai entendu, je sais pas, des sujets sur des grandes pannes d'accès sur les réseaux, etc. Il y a des solutions à ça, l'un ou l'autre, où je dois subir la panne d'accès au serveur. Enfin, j'en ai vécu une assez récemment à Vélizy avec un coup de pelleteuse un peu fort, si vous voulez, quelques serveurs arrêtés. Bien que je travaille pas à Vélizy, j'étais à Rungis, mais ça bloquait Rungis, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, ça me fait un peu peur, ça. Comment vous réagissez l'un et l'autre sur ces sujets ? C'est mon métier, donc je vends la non-panne. Donc mes clients achètent notamment des engagements de disponibilité. Donc ça veut dire en gros, si je cumule, c'est quelques heures d'arrêt dans l'année. Et donc pour ça, c'est pour ça que j'indiquais que des sociétés spécialisées concentrent toute leur énergie là-dessus. Ce sont des techniques. Donc on va doubler, tripler les data centers. On va mettre en place des technologies redondantes au niveau des stockages, au niveau de l'ensemble des serveurs. On va mettre en place des technologies de haute dispo telles que le BGP au niveau des télécoms qui permet par exemple, dans notre cas de figure, si un opérateur télécom, il y a 2-3 noms, c'est assez facile à trouver, est en
on va dire, est en panne, ce qui peut arriver, eh bien, les relais sont pris de manière totalement transparente par les autres opérateurs, éventuellement sur des data centers différents. Donc ça, entre guillemets, ça fait partie de notre métier, de garantir cette disponibilité. Et c'est une des raisons aussi qui fait que l'on existe, puisque sur mes 400 clients, si j'étais en panne, entre guillemets, dans des conditions non acceptables, je ne serais pas là aujourd'hui. Juste une boutade, j'ai tout essayé pour les radars, mais rien à faire. Donc, concernant les solutions W4, on a l'avantage de pouvoir être donc exploité sur des sites en effet qui sont sur Internet, mais aussi en interne. Donc, c'est aussi l'avantage de solutions serveurs qui peuvent être déployées sur vos sites sensibles. On a par exemple des solutions chez Areva où les serveurs sont vraiment présents sur le site Areva et sont pas, je dirais, sur un réseau partagé. On a aussi des projets avec des CNS où il y a en effet un serveur vraiment installé à Cherbourg qui est hautement sécurisé et qui vérifie toutes les contraintes de sécurité qui sont liées à ce type de clients qui sont très 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 exigeants, y compris chez EADS. Voilà. Donc il y a certaines contraintes qui peuvent amener les clients en fin de compte à avoir un déploiement qui est très très sécurisé au sein de leur propre site. Et d'autres clients par contre qui ont moins de contraintes. Dans le domaine des transports par exemple, on a un client qui du coup délègue son hébergement à un de nos partenaires qui héberge la solution W4 dans ses data centers. Et là c'est la location pure et simple, mais avec une assurance bien sûr de disponibilité, qui est peut-être pas du même niveau que DocApost, mais en tout cas qui permet comme ça d'avoir une solution prête à l'emploi, entre guillemets, directement hébergée, et qui ne nécessite pas de déploiement spécifique sur le site du client. Voilà. Une question dans la salle ? Alors bonjour à tous, moi je suis consultant en processus et j'avais en fait une question pour Vincent de W4. En fait, je voulais simplement reformuler et vérifier que j'avais bien compris l'utilité de l'application mobile W4. Donc, ce que j'en ai compris, si je l'applique aux demandes de congé, c'est qu'une personne, vous avez conçu donc sur W4 l'application, les applications qui permettent d'effectuer les demandes de congé. Et en fait, la personne qui a son iPhone, qui est en déplacement, peut faire sa demande de congé ailleurs, je sais pas, chez lui, depuis son portable, sur l'application installée sur l'iPhone. Alors, je précise, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, on est sur une application en effet accessible depuis Internet, et à ce moment-là, depuis chez lui, la personne peut faire sa demande de congé. Deuxième cas de figure, qui est quand même le plus fréquent, c'est le service en question est disponible sur le réseau interne de l'entreprise, et les personnes qui disposent d'un tablette, par exemple dans le cadre de la logistique, des personnes qui doivent faire un contrôle de véhicule, des personnes qui doivent agir mais qui ne sont pas forcément au bureau mais qui ont un tablette avec eux, vont pouvoir interagir avec le processus directement sur leur tablette. D'accord. L'idée étant là de rendre, je dirais, plus disponible l'application à l'extérieur des murs de l'entreprise. Vous n'avez pas forcément besoin d'un PC portable ou d'un PC de bureau. Vous avez vraiment le strict minimum. Donc c'est vraiment la tendance, mais il y a aussi en effet ce côté disponible qui va avec les applications bien sûr disponibles sur Internet, qui va jusqu'au foyer entre guillemets. Mais là on reste vraiment sur des choses très anecdotiques en fait. On est moins sur cette catégorie-là qui est peut-être plus du ressort de DocApost, qui va mettre vraiment à disposition à tout, je dirais à tout niveau les données au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, j'imagine. Typiquement, la personne qui est en entrepôt et qui doit gérer les entrées et sorties de stock utilisera une application W4 sur sa tablette pour gérer ses entrées, c'est exactement ça. Sa localisation, etc. Ok. Et en effet, les applications ne sont pas dédiées à la demande de congé. On aurait par exemple l'application de gestion des stocks qui serait disponible sur le W4 Player. Ouais, c'est un exemple facile. Voilà. Je voudrais être sûr de comprendre. Moi, je suis habitué, je sais pas, documents Word, documents PDF, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que sur, je sais pas, j'ai déjà utilisé un iPhone et un iPad. Je parle pas du mini, c'est pas tout à fait la même chose en termes d'interface, quoi, pour lire le même document. Donc, je suis en train de me poser la question à savoir s'il n'y a pas à prévoir en amont quand je fais un contrat. Ce que sera sa forme, est-ce qu'il sera totalement dématérialisé, est-ce qu'à un moment donné il reprendra une forme papier, ou encore
quand je fais un document marketing, est-ce que j'ai à me préoccuper du fait qu'il va être présenté sur un iPhone ou sur un écran géant dans la rue? Enfin, je dis à peu près n'importe quoi, mais je veux dire, est-ce que l'influence finalement du média de présentation doit être prise en compte en amont, c'est-à-dire lors de la création du document? Est-ce que je dois faire plus travailler mon studio graphique, ou est-ce que ça peut être rendu homogène en aval? Je sens que Vincent, là-bas, est en train d'avoir envie de répondre, donc je lui passe la parole et après je vous passe la parole. Oui, deux, trois points. La présentation du document, tout dépend de la nature du document. Je vais faire un exemple. Quelqu'un qui travaille de manière dématérialisée sur un dossier client, il regarde ses contrats, etc. Si les contrats ont été souscrits de manière électronique, et on a des offres qui permettent de le faire, et par exemple, lorsqu'on va faire un contrat électronique avec du grand public, la tablette sera sans doute un média qui sera extrêmement intéressant pour faire signer le particulier. Et dans ces cas-là, l'interface, effectivement, de tablette sera un bon exemple. Mais le contrat électronique en tant que tel, il a une forme, il a une vraie valeur juridique. Et donc là, on ne va pas s'amuser, entre guillemets, à faire du design suivant les médias. Ce n'est pas le sujet. Par contre, si une fois, entre guillemets, vous êtes en train de travailler sur votre client et vous avez envie de communiquer avec lui, et derrière lui envoyer certaines typologies de courrier autres, suivant le média qu'éventuellement le client aura choisi, vous pouvez choisir de lui envoyer par courrier recommandé, et donc là de votre bureau, en cliquant sur un bouton, ça va automatiquement partir dans des usines qui vont expédier le courrier sous forme physique, ou alors si le client préfère des envois électroniques, ça peut être sous forme PDF dans un coffre-fort, ou alors si le courrier c'est plus un courrier d'information et qui n'a pas de valeur en tant que tel, eh bien le designer totalement en fonction du média et faire des présentations via des feuilles de style en HTML ou autre. Donc ça c'est le point. On n'est pas obligé de tout penser en fonction de l'usage dès le départ. Je vais prendre un exemple dans le cadre d'un dossier client. Sur des sites qu'on a montés, les clients, tout était orienté autour de PC. Et dans toutes les typologies de documents qu'on a, c'est une entreprise qui distribue, qui est un distributeur d'énergie. Il y a des livreurs qui vont, entre guillemets, livrer le carburant, enfin la source d'énergie chez les particuliers. Eh bien, les livreurs, via des tablettes, peuvent accéder au plan de la propriété, qui est souvent un dessin papier sur lequel il y a une croix entre le poirier 2 et le poirier 3 qui indique où se trouve la citerne. Donc là, c'est quelque chose qui, à l'origine, n'était pas pensé. Et effectivement, avec l'usage, on va, de manière la plus souple possible, mettre en place le média qui va satisfaire et simplifier le process. Et donc, qui sait, sur toute une journée de distribution, éventuellement gagner une livraison. Alors nous, on a très récemment d'ailleurs signé un projet où la logique est un peu différente, c'est de dire, au-delà du fait de savoir si on doit adapter ou pas le document, c'est de se dire est-ce que le document est toujours nécessaire ou pas. Et de se dire au final, l'information, elle peut provenir par mail, elle peut provenir bien sûr par le papier, et ça reste encore un grand vecteur, mais il y a une forte tendance à complètement dématérialiser au point de fournir soit des extranets ou en tout cas des informations qui sont structurées, qui permettent justement de capturer l'information dans le bon format dès le départ et de pouvoir la restituer dans un format adapté aux différents médias. Et de dire c'est pas tellement la personne qui fournit l'information qui doit se préoccuper de la façon dont on va restituer cette information-là, c'est bien les systèmes qui vont, à partir de cette information-là, rematérialiser les documents pour que ces documents-là puissent être consultés sur des médias divers et variés. Donc d'une information très structurée, on va pouvoir produire des documents qui pourront être transmis par voie de mail ou lus sur un terminal de manière optimale en fait. Sachant que dans ce cas-là, on pourra justement générer sous différents formats. Après, c'est une certaine logique, c'est vraiment dans le cadre de projets administratifs où là, le sujet, je dirais, dématérialisation est vraiment très très fort aujourd'hui, parce qu'il y a des contraintes justement légales. Et c'est dans ce cas-là où on va essayer de petit à petit diminuer les flux papier, diminuer les flux mail, pour essayer de favoriser, je dirais, le format, structuré, le format Internet en fait. Une question dans la salle ? Moi, j'ai une question à ces messieurs. Dans ce cas, j'entends que vous avez cité l'application de demande de congé, ce qui m'a beaucoup intéressé, évidemment.
J'aimerais comprendre, parce que je sens que vous n'avez pas tout à fait la même typologie d'applications. J'aimerais comprendre ce que sont les applications principalement qui vous sont demandées sur les aspects de matérialisation ou sur les aspects contractualisation ou initialisation de processus. Je vous laisse parler, Vincent Couturier. Donc concernant les processus métiers, en fait on a deux typologies de processus qui vont être gérés. La première, je dirais, c'est les processus métiers, cœur métier de l'entreprise. Je prends le cas des télécoms. Quand vous commandez une ligne ADSL chez SFR, vous passez par des processus W4 en fait. Voilà, ça c'est un exemple de processus. Maintenant, il y a d'autres processus. Alors, dans certains cas, de la validation de facture, mais on ne va pas être sur une validation de facture, je dirais, commune, qui pourrait être adressée directement par une simple validation document. C'est dans le cas de rapprochement par rapport à des données qui proviennent d'un ERP, qui proviennent d'un autre logiciel, où là, on va avoir une vraie valeur. Et puis, on a, je dirais, des cas qui sont un peu entre les deux, qui sont, par exemple, dans le cas de l'assurance, la création de contrats. Donc, on n'est pas dans le cœur de métier de l'assurance, mais on est quand même sur un processus critique, dans lequel le fait de constituer un contrat constitue en soi un processus qui est assez complexe, où on a des documents qui sont en entrée, mais pas que. Et donc on va avoir tout un processus qui va se dérouler en suivant justement les attentes de justificatifs. Enfin, voilà tout ce qu'on peut imaginer. Et puis plus récemment, on a eu des projets qui sont liés justement à des demandes dans le cadre de l'administration de dématérialisation de formulaires. Donc là, l'idée c'est d'aller très très vite. Donc on avait des formulaires papier, et en fin de compte, on est sauté du formulaire papier au formulaire tout électronique. Formulaire pour le grand public, pour le Conseil général des Hauts-de-Seine, tout simplement. Donc voilà, tous les formulaires administratifs doivent être complètement au format électronique. Donc là, c'est plus le fait de dématérialiser le document qui est l'enjeu, mais c'est vraiment de fournir l'information dans la bonne structure. C'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure. C'est le fait de se dire, mais en fin de compte, on peut s'abstraire du document dans certains cas, ce qui permet en fin de compte d'aller encore plus vite, puisque aujourd'hui, c'est vrai que on a de plus en plus accès en fin de compte à Internet. Les administrations ont accès à Internet, et forcément, on peut se passer de plus en plus du papier. Et à terme, je pense dans un avenir relativement proche, se passer vraiment définitivement du papier. Vincent, j'ai entendu tout à l'heure archivage électronique, j'ai entendu lettres recommandées. Je ne me rends pas du tout compte, parmi toutes les applications que vous traitez, comment elles se hiérarchisent un petit peu en termes de demande. On ne va pas trop parler en application. Oui. On met en place effectivement des solutions de briques qui permettent entre guillemets, de répondre à un point cohérent. Nous allons travailler effectivement sur l'optimisation d'un process RH, l'optimisation du recouvrement, l'optimisation de la souscription, de la contractualisation. Et donc les process vont travailler soit en fonction des process existants de l'entreprise. Très souvent, c'est aussi lorsque l'entreprise souhaite aller dans une démarche de dématérialisation, entre guillemets, l'occasion de changer ses process ou par exemple d'accompagner l'entreprise dans ses évolutions d'organisation. Et pour accompagner et optimiser ces process, on va faire appel à extrêmement de technologies différentes. Donc des phases de souscription électronique de contrat, j'en ai parlé. À partir du moment où on dématérialise, on a besoin d'un socle d'archivage électronique qui soit extrêmement fort. Des fonctions donc, qui permettent ensuite de gérer et de retrouver très rapidement les documents. Donc là, on va être sur des solutions de SAE, gestion documentaire, et derrière de communiquer très rapidement avec les tiers, avec les fournisseurs, avec les clients, et donc de la distribution dématérialisée. Vous parliez par exemple des envois de courrier. C'est quand même dommage si on a des solutions qui sont toutes électroniques, qu'au final, notre client soit obligé d'imprimer sur ses imprimantes les documents pour les envoyer à ses clients. Donc nos solutions permettent derrière, en cliquant sur un bouton, soit d'envoyer, et derrière c'est matérialisé en papier dans des usines, soit d'envoyer en tout électronique, mais de s'adapter à ce point-là. Et ça, c'est dans le cadre d'une optimisation globale des process de nos clients. Ce que j'entends dans vos deux cas, et ça sera mon mot de fin, si vous avez des questions, je vous engage à les attraper là, avant qu'ils sortent de la salle, évidemment, en passant. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que globalement, on a l'ensemble maintenant des capacités structurées, normalisées pour répondre aux attentes internes ou externes pour ces applications, et on a l'ensemble des outils pour finalement déporter des fonctions entières du bureau d'aujourd'hui, quoi, hein, et de la transaction, soit, c'est pour ça que votre exemple de grand public m'intéressait, soit d'entreprise à entreprise, soit d'entreprise ou d'organisation au grand public. Mais je note quand même qu'on est donc sur, de nouveau,
l'analyse des processus en amont pour pas se poser le problème technologique d'abord, mais bien ensuite voir quelle est la solution la plus adaptée elles existent. Un dernier mot, Vincent, je sens que vous avez... Non, c'est tout à fait ça. Nos clients ne nous demandent pas une solution. Enfin, quelque part, ils souhaitent optimiser, être plus efficaces, être plus productifs, aller plus vite, plus réactifs. Et derrière, c'est à nous de proposer les solutions qui leur permettent d'atteindre ce but-là. Absolument. Nos clients ne veulent pas des solutions technologiques. Les solutions technologiques ne sont qu'un moyen. D'accord. Bien, messieurs, dames, je vous remercie. Je crois qu'on est dans le timing, donc je vous engage encore une fois à les attraper. Et puis j'espère qu'on a répondu à une partie au moins de vos questions aujourd'hui. Voilà. Merci et au revoir.